Bonsoir tout le monde, il est 19 heures, c'est le moment de retrouver notre émission Soyons Zen sur Mix Liège. Alors comme toutes les semaines, j'ai la chance de recevoir un invité ou une invitée. Aujourd'hui, c'est un invité, montre. Ah oui, il a des longs cheveux, mais c'est un homme. C'est Laurent Degère. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Laurent Degère qui va venir nous parler ce soir de coaching mental et de thérapie brève et énergétique. Alors, c'est tout un programme. On va d'abord peut-être faire le tour du propriétaire, c'est-à-dire toi Laurent, et voir un petit peu ce que tu fais, ce que tu peux proposer, qui tu es tout simplement. Alors, qui je suis Bonne question, hein. Eh bien, le sais-tu toi-même d'abord? Je suis un homme de 47 ans. J'ai une formation d'historien à la base. J'étais historien des religions. J'ai fait ça à l'université de Liège. Puis j'ai été beaucoup dans la culture. J'ai organisé des festivals de musique. J'ai eu un label de musique. Et puis à un moment donné, à force de m'intéresser au développement personnel, j'ai bifurqué. Je suis parti un virage à 180 degrés. Vers ce qui me passionnait le plus en fait, c'est de vivre de ma passion. Et à ce moment-là, quand j'étais historien, j'ai abordé l'histoire de la sorcellerie. Donc les premières expériences de développement personnel, ça a été d'aller rencontrer des chamans et d'aller rencontrer des sorciers africains. Mais des vrais de vrais alors, hein, c'est ça? Oui, des sorciers de là-bas. Qui m'ont donné quelques enseignements, c'était assez intéressant. Et puis après, j'ai continué à faire des formations. La première que j'ai fait, c'était de la psycho-énergétique avec une dame qui s'appelle Martine Strudzik, qui est à Liège, que je te souhaite d'inviter un de ces jours, parce qu'elle est très intéressante. Oui, tout à fait, oui, je reçois toujours ces lettres d'ailleurs. Donc, Et puis ensuite, alors la vie m'a mis des personnages assez étranges sur mon chemin qui étaient des magnétiseurs. Un jour, on m'a dit, tiens, tu devrais aller voir. Je disais que j'avais peut-être quelques capacités de ça. Je crois que de toute façon, tout le monde a la capacité de magnétiser, mais voilà. Quelqu'un me dit, tiens, si tu allais rencontrer ces gens. Et puis, je suis tombé dans une arrière-cour une arrière-salle plutôt, de magasins ésotériques. Ouais. Où il y avait plein de gens qui mettaient des mains sur des autres, et je me suis dit, c'est bizarre. Les vilains. Et puis les messieurs m'ont dit, viens voir, on va te tester un peu. Et puis ils m'ont dit, reste, viens lundi, tu commences à prodiguer des soins. Et puis je me suis dit que je n'allais peut-être pas être magnétiseur, mais que j'avais envie d'aider les gens et je voulais trouver des pratiques. Alors il y a un des magnétiseurs qui était sophrologue, qui m'a dit tiens c'est peut-être très intéressant d'aller faire de la sophrologie, donc j'ai commencé par la sophrologie dynamique. Puis de la sophrologie dynamique, je suis passé à l'hypnose, j'ai été faire une formation d'hypnose thérapeutique, et ensuite j'ai encore été me former. Et j'ai fait toute une formation de coaching mental avec un monsieur qui s'appelle Michel Villacorta, qui est un des grands coachs belges. Oui, tout à fait. Et puis, une fois que j'avais toutes ces options, j'avais aussi continué à travailler sur l'énergétique. J'étais au centre de ressourcement faire des formations, notamment en polarité énergétique. Et puis oui, tu as fait encore bien plus plein de choses de que trucs. Ça, hein, voilà. Ouais, j'ai un peu touché au shiatsu, mais ça c'était plus tard. Ouais. J'ai essayé l'Access Bar, j'ai essayé les soins esséniens. Enfin, tout ce qui est énergétique m'intéresse. Puis j'ai découvert aussi tout le monde du quantique. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses qu'on disait dans le quantique étaient des choses que les chamans disaient déjà il y a plusieurs milliers d'années. Et ça, c'était assez passionnant. D'ailleurs, les chamans disaient déjà beaucoup de choses qui sont dans la psychothérapie moderne et dans toutes les thérapies actuelles. Et puis, voilà, j'ai continué. J'ai encore fait deux, trois autres formations. Parce que je suis un peu un boulimique de savoir. Non, et les dernières choses que j'ai apprises, c'est beaucoup en neurosciences. Donc, vraiment, le fonctionnement du cerveau. Comment on peut utiliser le cerveau pour qu'on aille mieux, finalement. Oui, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. On a tous envie d'aller mieux. On ne sait pas trop comment, mais on a envie d'aller mieux. Et vite.
C'est ça le problème. Alors si mes amis français m'écoutent, je vais quand même dire que la dernière formation que j'ai faite, c'était une formation avec un des grands coachs français qui s'appelle Laurent Marchand, qui est un type incroyable. Si vous pouvez aller regarder sur YouTube sa vidéo, ça va vous rebooster réellement. Et lui m'a enseigné, j'ai pas encore terminé, ce qu'on appelle le scan thérapeutique, c'est-à-dire ressentir quelqu'un énergétiquement et pouvoir lui donner des informations sur lui. Parce que finalement, tous nos problèmes peuvent être, comment est-ce qu'on pourrait dire, sont comme une énergie stagnante dans notre corps et il y a des symboliques, des endroits où il pourrait y avoir des énergies qui sont bloquées et donc que l'on donne à la personne. Voilà. Alors, si on entend un petit peu des bruits de temps en temps comme ça ici dans le studio, c'est parce que nous ne sommes pas seuls. Hein. Nous avons nos invités qui font tous les vendredis après-midi un atelier bien-être. Donc, elles viennent à la source, hein, ici dans cette émission, pour glaner des informations, rencontrer des gens. Et bien sûr, si elles ont des questions à poser tout au long de cette émission, elles n'hésitent surtout pas. Coco, Colette est là pour faire le relais, ou alors on ouvre tout simplement les micros. Hein. C'est comme vous voulez, les filles. Voilà, Laurent, excuse-moi, je tenais quand même à le signaler, parce que je ne les ai pas présentés au début. Donc, pas de souci. Voilà. Donc, tu as planté un peu le décor de qui tu es. Bon, ceci dit, Oui. je sais que tu es un boulimique, hein, effectivement, tu l'as dit. Tu vas glaner sur le net toutes les informations, tout ce qu'on peut trouver comme formation, comme thérapie. Tu es un boulimique aussi de la lecture. Hein. Je pense que tu as une bibliothèque assez bien fournie. Alors, on va aborder tout d'abord le côté coaching mental. Alors, on parle beaucoup de coaching en sport, on parle de coaching en entreprise, et puis toi, c'est le coaching mental qui s'adresse finalement à tout un chacun. Ah oui, de toute façon, oui, bien sûr. Tout le monde a un mental, donc ça oui, s'adresse à tout le monde. Ah, moi aussi. Oui, même parfois tu l'oublies, mais non, si, tu as un mental. Malheureusement parfois, parce que si on pouvait faire taire ce mental parfois. Bon sang, ça serait bien, hein. Et le coaching mental, en fait, c'est des bases de coaching traditionnelles, et puis on y rajoute des éléments de PNL, donc c'est la programmation neurolinguistique, où qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la PNL? Oui, pour un petit peu dépatouiller, vulgariser l'histoire. Hein, mais oui, c'est ça. En quelques c'est. mots vraiment vulgarisants. Alors s'il y a des gens qui sont de la partie, ne m'en voulez pas si je vais vraiment faire des choses très très vulgarisateurs, parce que on peut parler de plein de trucs comme ça. Oui, alors la PNL, c'est plutôt s'intéresser à comment ça marche quand ça marche. En gros, au lieu de se dire pourquoi est-ce que ça ne marche pas, c'est se dire tiens, il y a des moments où je fonctionne bien, où j'ai des bonnes stratégies, et comment je fais. Et les stratégies de notre vie, on peut les utiliser sur tous les autres points de notre vie. Si je suis capable de faire des crêpes, je peux décomposer comment je fais les crêpes. Tiens, je réfléchis d'abord, je me dis je vais faire des crêpes, j'ai mon plaisir à l'idée de faire mes crêpes. Puis je me dis tiens, qu'est-ce qu'il faut? Alors si je sais, je vais chercher les ingrédients, et puis je mélange les ingrédients, etc., etc. On peut le transposer à n'importe quoi, à n'importe quel moment de sa vie. Mais il y a des moments où on a des mauvaises stratégies. Et plutôt que de continuer à s'escrimer avec ce qu'on fait de mal, on va soit réfléchir à comment on peut le faire bien, soit on va aller chercher des modèles. Donc on va se demander, par exemple, tiens, ma tante, elle est capable de promener son chien sans qu'il tire sur la laisse. Comment est-ce qu'elle fait? Parce que d'abord elle l'a dressé, puis alors elle lui parle comme ceci, et puis il tient peut-être la laisse un peu plus près d'elle, etc. Donc j'ai un modèle. Et dès que j'ai un modèle d'excellence, entre guillemets, eh bien je peux l'appliquer. Je peux essayer de faire comme. À quoi est-ce que ça sert d'essayer de trouver de nouvelles choses s'il y a des choses qui ont bien marché? Tous les chefs d'entreprise qui ont réussi se sont inspirés souvent de modèles de gens qui avaient déjà réussi. Sinon, il n'y aurait pas de bouquin de comment vous réussissez. Oui, bien sûr, on peut s'inspirer d'une personne qui a réussi. C'est pas pour ça que nous, on va réussir. Non, mais ça te donne une stratégie. D'accord. Si tu appliques la stratégie, logiquement, si tu n'as pas de blocage, parce que ça, c'est aussi un autre point. Voilà, on peut avoir un blocage qui fait qu'en fait, cette stratégie, aussi bonne soit-elle, aussi positive soit-elle, eh bien nous, on n'arrive pas à la mettre vraiment en pratique jusqu'au bout. Alors ça, c'est les auto-sabotages du mental, et c'est dû à nos pensées, c'est dû à nos croyances, des croyances sur nous-mêmes, tout ce qui nous limite.
Et ça, Notre inconscient, alors, peut-être? conscient ou inconscient. Alors, conscient, ça peut être se dire régulièrement je suis nul n'arrangera pas la réussite. Se dire je ne suis pas capable de faire ceci ou cela n'arrangera rien. Donc on travaille notamment en coaching mental et avec plein d'autres techniques, mais en coaching mental on essaye justement d'arriver à ce que la personne se dise et si je savais le faire. Représente-toi, donc ferme les yeux et réfléchis et vois-toi le faire. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la distinction entre faire et penser. Donc s'il se voit faire, il a déjà une stratégie. Et là on va découper, on va lui dire tiens, comment est-ce que tu commences par en faisant quoi quand tu réussis? Et puis on peut aussi demander au cerveau, c'est pour lui faire un petit peu peur, et ça se passerait comment si dans 10 ans tu n'avais pas changé ta stratégie? Il se passerait quoi dans ta vie? Donc, généralement la personne a un peu peur en se disant bah oui, si je n'arrive pas à changer ça, je stagnerai et je serai toujours au même point. Voilà, où ce sera peut-être pire. Ouais. Et donc on essaie de lui créer un futur, imaginer un futur rêvé finalement. Parce que je parlais de modèle, mais en fait notre meilleur modèle c'est nous-mêmes. Notre meilleur modèle c'est notre modèle de notre moi idéal. Comment je serais si j'étais la meilleure version de moi-même? Oui, mais si on a cette idée, cette image de la meilleure version de nous-mêmes, et que malgré tout on n'y arrive pas, c'est pas un petit peu suicidaire quelque part? Alors là on rentre dans l'estime de soi. C'est-à-dire que en fait l'estime de soi c'est s'estimer, c'est estimer sa valeur. C'est aestimare en latin et c'est avoir une idée de sa valeur et un jugement sur sa valeur. Donc en fait, là aussi, en coaching mental, on peut travailler sur la confiance. Et puis alors par plein de petits exercices de neuropsychologie, déjà essayer de trouver les moments, de nouveau, se concentrer sur les moments où on a confiance en soi. Et puis parfois les gens ne se posent pas assez la question des moments où ils s'aiment. Ouais. Et donc le but c'est d'essayer de les ramener en permanence vers ces moments-là et de constater qu'ils en sont capables. Si tu es tout le temps en train de te dire que tu es nul, il est très difficile que ta vie aille bien. Par contre, si tu commences à t'intéresser et à te concentrer sur tous les moments où tu te dis « Ah, ça j'ai bien fait », en fait tu entraînes ton cerveau à identifier ces moments-là. Et donc c'est une espèce c'est un muscle, le cerveau. Donc en fait tu l'entraînes à de plus en plus aller chercher les moments qui sont positifs dans ta vie au lieu de tout le temps se focaliser sur ces événements négatifs. Je sais que tu m'avais dit un jour que ce serait bien, par exemple, que par jour, le soir, avant d'aller se coucher, c'est de prendre un petit carnet et de noter 3 choses positives qui sont arrivées durant la journée. Parce qu'il y en a. En général, on ne voit que les choses négatives. Parce que c'est vrai que le positif, il y en a plein sur une journée. Mais c'est tout petit par rapport finalement à cette montagne qu'on fait d'un truc qui n'a pas fonctionné. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un bon exercice. C'est tous les soirs écrire 3 choses qu'on a aimées pendant la journée ou bien qui nous font nous aimer. Ou des moments où on a reçu une félicitation, par exemple. Alors souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils n'entendent pas les félicitations. Non. Ils vont tout le temps... ou ils vont se dire, oui, mais en fait, c'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Enfin, c'est toujours... Il y a une difficulté à se féliciter. Mais de nouveau, c'est un entraînement. C'est un entraînement, la confiance en soi, c'est un entraînement. C'est pas un gène, la confiance en soi. C'est dommage. On n'est pas avec une confiance en soi incroyable ou non de confiance en soi. Hélas, elle est beaucoup développée au moment de l'enfance. Et si on n'a pas des parents qui nous apprennent à se donner de la confiance, et généralement ces parents-là n'avaient pas confiance en eux. Non, et c'est vrai que c'est une boule, c'est un cercle vicieux, finalement. Il y a aussi le fait qu'on peut avoir eu des parents qui nous mettaient en valeur, qui nous ont toujours dit oui, si, je sais que tu peux le faire, tu vas arriver, tu vas y arriver. Ça, c'est très bien. On vit dans un cocon tout à fait parfait. Par contre, il y a l'extérieur, parce qu'il y a la jalousie qui vient se greffer quand même là-dessus. Et donc, il y a l'extérieur qui est là. Et malgré tout, il n'y a rien à faire. C'est plus fort que nous. On va s'arrêter sur ce que disent les autres. Alors, on est fatalement dépendant
dépendant, c'est pas un bon terme. On est sensible à ce que les gens disent. Si tu as confiance en toi, tu vas être beaucoup moins sensible à ce que l'autre dit, parce que tu vas juste te dire, cette personne dit ça, ça lui appartient. Ah, c'est pas agréable d'entendre ça. Non, du tout. Mais finalement, ça ne remet pas en cause la bonne idée que j'ai de moi-même. Par contre, si tu as une mauvaise opinion de toi-même, ça va la renforcer. Ben, fatalement, ça va, tu vas te dire, c'est oui, c'est de ma faute. Enfin, les gens qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes, généralement, vont tout de suite dire c'est de ma faute si on les critique. Alors que, et c'est peut-être un tort, les gens qui ont une bonne opinion d'eux-mêmes vont dire ça vient de l'extérieur le problème. Alors il faut savoir que finalement tout ce qui nous blesse dans la vie, ce sont des choses qu'on n'a pas résolues. Si on n'avait aucune blessure, on ne pourrait pas être blessé. C'est-à-dire que ça se rapporte toujours à quelque chose qu'on a pu connaître d'une façon ou d'une autre. Oui, généralement ça s'est passé dans l'enfance ou dans des événements de la vie qui nous ont blessés. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est que l'inconscient qui ramène comme ça ce souvenir, même si on ne l'a pas en face de nous, on ne se dit pas nécessairement quand on reçoit une injure que ça vient de la fois où notre mère nous a grondé à 7 ans. C'est pas ça. Mais l'inconscient, lui, il travaille. Et l'inconscient, il n'est pas très intelligent, l'inconscient. En fait, il est très... comment est-ce que je vais dire ? Non. Oui, si tu veux, mais c'est plutôt que l'inconscient, il a une façon de réfléchir assez grossière. C'est-à-dire qu'en fait, il va reconnaître une toute petite chose qui est commune à l'événement qui a blessé pendant l'enfance, et il va en faire exactement la même chose d'un tout petit événement anodin. Donc en fait, on va ressentir la même émotion, on va retrouver la même émotion que cette blessure de l'enfance, alors que finalement, l'événement qu'on vit là est totalement anodin. Mais lui, il va l'augmenter et va le remettre dans des espèces de sillons du cerveau qui est « Ah oui, c'était comme à ce moment-là ». Et à ce moment-là, on a une réaction. Et cette réaction, finalement, on l'a créée dans l'enfance. On avait une stratégie de réaction. Une stratégie de réaction que généralement qu'on chope de nos parents. Donc en fait, je dis toujours, si dans une situation de peur, votre père se jetait sous le lit, en tant qu'enfant, vous vous êtes dit « Ah oui, ok, quand j'ai peur, je me jette sous le lit ». Le problème, c'est qu'en fait, vous êtes peut-être claustrophobe. Et qu'en fait, si vous êtes sous le lit, vous avez encore plus peur. Donc en fait, vous avez été prendre une stratégie qui ne vous convient pas. Et ça, c'est aussi une partie du coaching et des thérapies brèves, c'est d'aller se dire, est-ce que les stratégies que vous avez face à des choses dans votre vie sont les bonnes ? Est-ce que non, ça ne marche pas ? Bon, si ça ne marche pas, arrêtez de vous jeter dans le mur. Ça fait 15 fois que vous faites la même chose dans votre vie. Chaque fois que vous vivez le même style d'événement, vous allez faire exactement la même chose, avoir le même comportement. On va essayer de trouver un autre comportement. Et c'est vous qui allez le trouver. Parce qu'en fait, l'inconscient, il est pas sympa, mais il est sympa aussi, parce que l'inconscient, il a plein d'imagination. Et donc, si on travaille... Et il est fort, hein. Il est fort pour trouver des solutions. Ouais. Et se dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire autrement ? Alors là, ça passe par mettre la personne un peu dans un état de conscience modifié, donc un peu par l'hypnose, par exemple, ou même la PNL est déjà une sorte d'hypnose. Ce qui fait qu'en fait, on est déjà moins... confronté à son cerveau qui dit non, ça n'ira pas, non, ça n'ira pas. C'est le but de l'hypnose d'ailleurs, c'est d'essayer d'endormir un peu le cerveau, enfin le côté rationnel. Et pendant qu'on est en train de lui dire t'es bien, tu fais dodo, tu es très bien, on va parler avec l'inconscient. Et c'est l'inconscient à qui il faut parler pour que ça fonctionne, pour qu'il trouve des solutions, mais aussi pour lui dire t'as peur là. En fait, c'est toi qui l'as inventé. Tu peux tout à fait voir cette peur autrement et en faire une force. Donc tu peux, par exemple, l'inconscient, donc comme je disais, n'est pas très intelligent. Donc si tu dis à l'inconscient, tu sais, si tu es capable de faire des cryptes, tu es capable de résoudre ce problème.
l'inconscient dit ah oui, ok. Le conscient non, il va dire non, franchement ça n'a rien à voir, mon problème et mes crêpes ça n'a rien à voir. Mais si, mais l'inconscient il va dire ah oui, ok. Ah, c'est ça que tu me dis. Bon, bah, ok. Donc, on peut dire beaucoup de choses très, très. Si les gens entendaient leurs séances d'hypnose ou qu'on voyait des séances d'hypnose, par exemple, les gens diraient mais comment est-ce possible que ça marche? Tellement ce qu'on me dit est énorme. Mais c'est parce qu'on est en train de s'adresser à un enfant qui est l'inconscient. L'inconscient, il a plus ou moins 5 ans. Ah oui. Oui, en tout cas, il a une façon de recevoir les informations qui est plus ou moins. C'est pas qu'il est à ce stade, c'est que juste il fonctionne comme un enfant qui donc n'a pas le côté rationnel, mais donc qui n'a pas les résistances du cerveau. Parce encore naïf alors, tu veux dire, d'une certaine naïveté. Oui, il y a une certaine naïveté de l'inconscient. Mais nos résistances, elles sont souvent mentales. C'est parce qu'on a créé des schémas mentaux et qu'on est tout le temps en train de dire oui, d'accord, vous me dites ça, mais non, mais parce que ça ne marchera pas comme ça, mais parce que ça ne marchera pas comme ça, parce que ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Tout simplement parce que ils ont peur de changer. Et en fait, le changement, effectivement, fait peur. On est tellement habitué à être quelqu'un que changer, on aura l'impression de ne plus être nous. Et au contraire, on serait peut-être vraiment le nous-mêmes auquel on n'a pas mis de barrière. Alors c'est le but du cerveau, c'est de ne pas changer. Mais oui. Le cerveau nous protège. Il a peur du changement, notamment, il y a plusieurs parties du cerveau, on va dire qu'il y en a 3. Il y a le reptilien, il y a le limbique et il y a le préfrontal. Je ne vais pas aller trop loin, mais on va dire que le reptilien, c'est nos peurs profondes. C'est le premier cerveau qui a été construit du temps des hommes des cavernes, donc c'est le cerveau qui lui permettait de se dire merde, il y a un tigre, il faut que je me barre, ou il faut que je me batte, mais sinon je vais me faire bouffer. Et donc en fait c'est celui qui agit en permanence dans nos peurs, parce qu'en fait ce cerveau-là, il n'a plus de tigre devant lui, par contre il en invente tout le temps. Alors c'est le but du cerveau de s'inventer des peurs tout le temps. C'est comme s'il était obligé de s'entraîner en se disant mais il faut que je m'entraîne à la peur parce que sinon si un jour il y a un tigre, je vais plus avoir cette capacité d'avoir peur et du coup je vais pas me barrer et je vais me faire bouffer. Donc en fait c'est comme ça que le cerveau est tout le temps en train de nous entraîner à la peur et de créer des peurs. Mais le cerveau ne fait que des choses pour nous rendre service. C'est une fonction. C'est la fonction du cerveau de nous mettre en garde, de nous apprendre à avoir peur. Et heureusement qu'on a encore cette fonction-là, parce que sinon on passerait au rouge, on ne ferait que des choses inconsidérées. Voilà, ouais. Mais évidemment, donc en fait c'est vraiment jouer là-dessus. Alors le deuxième cerveau, c'est le limbique, et le limbique il est plus dans l'émotionnel, dont je veux la satisfaction immédiate. Mais aussi c'est le cerveau de toutes les émotions incontrôlées, on va dire. Même si je pense qu'on me reprendrait, les neuroscientifiques me reprendraient si je disais ça. Mais en tout cas, il est dans une espèce de demande de satisfaction immédiate, de plaisir immédiat. Il voit tout en termes de récompense ou de punition. Et le troisième cerveau, c'est le préfrontal, donc c'est le cortex, c'est ce qu'on a au niveau du front. Donc, et lui, il est là pour réfléchir. Donc c'est notre intelligence rationnelle. Le problème, c'est qu'en fait, quand on est confronté à des situations dans la vie, le reptilien, c'est en quelques centièmes de seconde qu'il réagit. Alors que le préfrontal, il lui faut 2 secondes, on va dire. Et donc du coup, on a toujours cette espèce de réaction de peur. Et puis après, quand on a travaillé sur soi, on peut se dire, mais il n'y a pas de raison, et rationnellement on se dit, je n'ai pas à avoir peur. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cette capacité de se dire, je n'ai pas à avoir peur. Ou bien alors on rentre dans des situations qui ont été donc créées pendant leur vie, qui fait qu'ils sont tout de suite, ils restent dans l'émotionnel. Et ils n'ont plus cette capacité de s'observer et de se dire, je n'ai pas de raison d'avoir peur. Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué, voilà. Parfois. Il peut y avoir comme une forme de traumatisme. Enfin, il y a la peur des fois d'un traumatisme. Oui. Alors la peur vient d'un traumatisme, c'est ce qu'on disait dans la pièce. Oui, les peurs viennent de traumatismes. Soit qu'on a vécu soi-même, soit qu'on a vu
en tant qu'enfant. C'est-à-dire que par exemple... On a vécu par procuration. Alors en fait, la peur, c'est un peu chaque fois la peur de mourir. En gros, par exemple, si on prend les gens qui ont peur des araignées, souvent, c'est parce qu'ils ont vu leur mère sauter sur une chaise en voyant une araignée en disant « Ah mon Dieu, une araignée au secours, papa vient la chasser ». Ou le contraire, hein, je connais beaucoup d'hommes qui montent sur des chaises aussi. Ouais, tout à fait. Et donc, notre enfant, il s'est dit, vu la réaction exagérée qu'a ma mère ou mon père, il doit être en danger de mort. Donc, en fait, chaque fois, donc, araignée égale danger de mort. Et donc, en fait, c'est super intéressant, mais chaque fois qu'il va voir une araignée, il va se dire danger de mort. Donc, il va créer une espèce de réflexe, de conditionnement à la peur. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, à ce moment-là, chaque fois qu'on a une émotion, ça se répercute dans notre corps. Donc, on a une boule au ventre, ou on a des transpirations, on a chaud, etc. Et alors, en fait, il y a une espèce d'auto-persuasion entre le corps et le cerveau, c'est-à-dire, j'ai une réaction directe parce que je vois une araignée, j'attrape la chair de poule, je sens des événements dans mon corps, et à ce moment-là, le cerveau dit, tiens, j'ai des événements dans mon corps, donc j'ai bien raison d'avoir peur. Ouais. Et donc c'est une espèce de circuit fermé qui s'alimente de plus en plus. Et donc chaque fois qu'on va être confronté à une araignée, on va avoir peur et on va de plus en plus se convaincre. Se greffer aussi, on va se convaincre qu'on a peur des araignées. Alors après, il y a vraiment les traumatismes, comment dire, très précis. Genre si on a subi une agression ou si on a été à un moment donné dans une rue où il y a eu un attentat, il y a une peur. Fatalement, il y a eu une peur de mourir. Ouais. Et donc là, il faut travailler sur le souvenir. Elle est inscrite. Hein, ouais. Il faut travailler sur le souvenir. Alors soit c'est par l'hypnose, soit c'est par justement, j'avais une question, comme ça on peut justement embrayer dessus. Donc voilà, quand on se sent vraiment mal, qu'on nous demande donc vers qui ou quoi s'orienter, donc on l'a dit, il y a plusieurs thérapies. Et alors surtout, quelle est la première chose à faire? On ne peut pas rester avec ces peurs, on ne peut pas rester dans cet état, on ne peut pas continuer à vivre dans cette peur de quelque chose, dans ce mal-être. Donc effectivement, vers quoi s'orienter en premier lieu? Comment poser un diagnostic déjà aussi? Soi-même? Non, justement, il faut aller trouver quelqu'un. Donc, il faut jamais, évidemment, dans toutes ces thérapies, il faut jamais oublier non plus l'aspect quand même de la médecine traditionnelle. Hein. C'est quand même toujours par là qu'il faut passer. Ça, il faut dire que toutes ces médecines énergétiques, holistiques et autres ne remplaceront jamais. C'est peut-être un complément, ça peut aider. Mais voilà, bon, peut-être que si vous sentez vraiment mal, vous pouvez toujours déjà aller voir un médecin traditionnel. Et puis, après, peut-être vous orienter parce que vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez ou en complément. Alors là, on peut aller trouver quelqu'un d'autre. Alors, moi je dirais que les médecins, évidemment, il faut tout de suite y aller. Oui. Par contre, un médecin n'est pas un psychologue. Non, non plus. Le médecin a dans nos sociétés de moins en moins de temps de nous écouter. Et donc, c'est pas en 10 minutes. C'est pour ça qu'il y a toujours la solution de facilité, on va vous mettre sous médicaments. Parce qu'on n'a pas... parce que la personne... L'allopathie est toujours en première ligne, hein, quelque part. Oui, alors, je fais juste un aparté là-dessus, c'est qu'en fait... on a fait des tests sur les trucs. Alors je vais prendre mes notes parce que je voudrais avoir les chiffres exacts. Mais donc ils ont fait des tests. Je ne sais pas si je vais les trouver, mais c'est pas grave. Sinon je le ferai de mémoire. Ça brique avec toutes ces notes. Oui. Non, là j'étais dans le cerveau qui fait. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est 1/32 de seconde pour qu'il y ait une émotion qui arrive à votre cerveau. Dans le cerveau reptilien. Ça passe par l'amygdale si on veut aller plus loin, etc. Et 3 secondes pour prendre une décision, une réaction émotionnelle. Donc, de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Voilà. Donc en fait, on va prendre l'idée de quelqu'un qui est déprimé. Oui, par exemple. Si on donne un antidépresseur à quelqu'un, 27% des effets vont être dus aux médicaments. Oui. Seulement 27%. 23% à des facteurs qu'on n'arrive pas encore à déterminer, qui ne sont pas expliqués. Et 50% vient de l'effet que le patient croit que le médicament est efficace.
et que ça va l'aider à aller mieux. C'est déjà beaucoup, donc ça veut dire que le travail vient d'abord, avant toute chose, de nous-mêmes alors. Ça veut dire qu'on a une capacité à l'auto-guérison qui est incroyable. Oui. Donc ça, ce sont des chiffres qui ont été fournis par... c'est par les neuroscientifiques. Et donc, pour terminer, on s'est rendu compte qu'il y avait autant de personnes, suite à une thérapie, qui étaient soignées. Comment est-ce que je veux dire, il y avait le même pourcentage de ceux qui avaient pris des médicaments ou qui n'en avaient pas pris. Ah oui. Donc ça veut dire... Tu veux dire qu'ils avaient pris un placebo, les autres, alors? Non. Même pas, rien. Non. Par contre, il y a encore toute cette histoire de placebo qui est incroyable, où on se rend compte que finalement, il y a autant de gens qui, si on leur donne un médicament, que si on leur donne un placebo, qui sont guéris. Et en plus, le placebo, si on prend un placebo, on s'est rendu compte, pour que je ne dise pas de bêtises, qu'en fait, l'effet du placebo arrivait beaucoup plus rapidement au cerveau que l'effet d'un médicament. Ah bon. C'est-à-dire que si on lui redonnait un morceau de sucre en disant que c'est un médicament, bien entendu, parce qu'il faut que la personne pense que ça va faire quelque chose, en fait, on s'est rendu compte, en faisant des scanners, qu'il y avait un changement dans le cerveau qui était plus rapide que si on donnait à la personne un vrai médicament. Enfin, ceci dit que ça ne vous empêche pas de prendre des médicaments. Hein, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ça veut dire qu'on a une capacité d'auto-guérison. Oui. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire que... c'est pas du tout dire du mal des médecins. Non, je dis juste... le médecin n'est pas un psychologue, et je dirais que maintenant, les nouveaux médecins n'ont vraiment plus le temps. Moi, j'ai une médecin généraliste, elle a une psychologie incroyable. Elle est capable de déceler des trucs sur les gens qu'elle connaît, mais elle a 65 ans, et elle prend encore 20 minutes par personne. C'est l'ancienne école. Voilà. Ouais. Et je suis sidéré. Je parle un peu, et elle va me dire des trucs en me disant... Tiens, c'est génial, quoi. Effectivement, elle a vu ça. Aussi, elle a vu ça et voilà, et avec son propre vocabulaire. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeunes médecins qui ne sont pas capables de le faire. Je dis juste qu'ils n'ont plus vraiment le temps et qu'il y a un peu une dictature du médicament. Moi, je vais pas me lancer dans le fait que parfois les médecins sont aussi sponsorisés par des médicaments et que par l'industrie pharmaceutique, parce que je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est le cas. Donc ceci dit, il faut aussi en complément aussi, pourquoi pas aller voir un psychologue. Alors, voilà. En tout cas quelqu'un qui va écouter votre psyché. Alors de nouveau, là je voudrais pas du tout être péjoratif ou non, mais en fait, le psychologue, il a fait des études et il est hyper capable et hyper compétent pour vous écouter. Et il y a plein de branches de la psychologie aussi. Il y a la psychologie systémique, il y a la psychologie clinique, etc. Les neuropsychologues sont des psychologues à la base, hein, même s'ils ont rajouté une connaissance du cerveau scientifique. Moi, je suis pas psychologue. Donc déjà, il y a des choses que je ne traite pas. Voilà, si quelqu'un vient chez toi en disant voilà, on m'a renseigné Laurent Degère, on m'a dit que vous étiez vous faisiez du coaching mental, que vous soigniez par des thérapies brèves et énergétiques, mais voilà, je viens chez vous, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce qu'on va faire, comment allez-vous faire pour m'aider? Déjà, on va discuter du problème. On va déjà essayer de voir si le problème que la personne amène est le vrai problème, parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a occulté le vrai problème et on se cache derrière quelque chose d'autre. Oui, mais c'est aussi si on vient travailler sur une peur, il y a beaucoup de chances que, par exemple, cette peur-là soit une façon de se cacher une autre peur plus profonde. Et peut-être plus dure encore. Et peut-être plus dur à affronter, en tout cas. Donc on va d'abord voir ça. Donc on va essayer alors si ça c'est vraiment les règles du coaching, c'est de trouver un objectif, de délimiter un objectif, de voir s'il est atteignable, s'il est mesurable, dans combien de temps est-ce que vous estimez que vous allez le faire, comment est-ce que vous vous voyez sans c'est quoi être sans le problème. Donc déjà délimiter l'objectif qui serait moi sans le problème, en gros. Alors voilà, il y a ce genre de choses que... C'est une première rencontre, cette discussion? Alors la première rencontre, c'est ce qu'on appellerait l'anamnèse,
qui est un terme qui est utilisé par les psychologues, donc où vraiment déjà la première rencontre avec un psychologue, généralement il vous écoute et il ne se passe pas grand chose. On dégrossit un petit peu le sujet, quoi. Ce qui est toujours intéressant en fait, c'est qu'un psychologue ou quelqu'un qui maîtrise le coaching va entendre, et ça, je dirais n'importe qui, si vous racontez votre histoire, votre problème à quelqu'un, il va avoir une autre vision de votre problème, et donc il va peut-être l'avoir d'un autre angle, et en vous faisant des réflexions, il va peut-être vous donner des pistes déjà, en tout cas entendre le problème différemment, parce que généralement on reste dans son problème et on ne le voit que d'une certaine façon, d'un certain angle, donc on reste bloqué dans cet angle-là. Et donc quelqu'un qui a un peu de métier en psychologie ou en coaching, va déjà entendre et décrypter à travers les mots, à travers le comportement, la gestuelle, tu veux dire ? La gestuelle, les mots utilisés, les sens qu'on va utiliser dans son vocabulaire. Si la personne est tout le temps en train de dire j'entends bien que elle est plutôt auditive, par exemple, je prends un exemple, et puis où je vois, etc. Donc on va plus essayer de travailler quand on va lui parler symboliquement avec ce sens-là. Et puis la personne va, on peut aussi donc par le corps voir des réactions. Et puis la posture alors. La posture. Dire, ouais. La posture, le regard, la façon dont il va mettre ses yeux à certains moments. Là, c'est un peu remis en cause maintenant sur l'idée de la PNL qui était de dire qu'il y avait si on mettait son œil à un certain endroit, c'était un souvenir réel. Si c'était un autre endroit, c'était un souvenir créé, etc. Ça, c'est remis en cause maintenant ? C'est maintenant depuis quelques années. Peu, ouais. Depuis quelques années, mais même les PNListes, théoriciens, ont remis en cause le truc aussi en disant oui, effectivement, c'est un bon instrument, mais faut pas s'y fier à 100%. Mais il y a plein d'autres critères qu'on prenait peut-être pas en cause. En compte à l'époque. Si je vais prendre un truc hyper bateau, mais si il y a une lumière qui clignote à droite. Et que la personne regarde à droite parce que justement elle est attirée par la lumière, c'est pas parce qu'elle est en train de réfléchir à un souvenir, c'est juste qu'elle est attirée par la lumière. Ouais, j'ai pris vraiment le truc le plus bateau, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire comme ça. Alors voilà, ça c'est la première chose. Alors je reviens peut-être à la question de qu'est-ce qu'on fait, enfin c'était quoi exactement ? Attends, parce que là, parce que je t'embarque dans tu m'embarques dans des trucs, surtout que le temps passe, il est déjà 30 minutes. Je voulais finir un truc que je n'ai pas fini tout à l'heure sur l'histoire du lit. Ah oui, du lit. Donc en fait du lit je me jette sous le lit et en fait c'est pas la bonne stratégie. Donc je me demandais ce que tu nous faisais comme invitation, Laurent, donc je comprenais pas tout. Je vais vous proposer l'armoire à la place. C'est-à-dire que si j'ai peur et je me jette plus sous le lit. On dit qu'est-ce que donc si vous n'avez plus envie de vous jeter sous le lit parce que ça vous fait encore plus peur parce que vous êtes claustrophobe, que diriez-vous de vous jeter sur l'armoire, enfin d'aller vous mettre au-dessus de l'armoire? C'est une autre stratégie et peut-être que vous vous sentirez plus en sécurité. Mais non, j'ai peur de la hauteur, je souffre. Ok, on va essayer de trouver une autre solution. Et d'ailleurs, ma solution est mauvaise, c'est juste une métaphore. Tout à fait. On va juste essayer. J'avais bien compris. On va essayer que la personne se dise je n'ai pas peur, je n'ai pas de raison d'avoir peur. C'est une petite bête. Tout simplement, ça a l'air facile comme ça. Hein. Et voilà. Alors là, il y a plein de méthodes qui vont de l'hypnose à la sophrologie en passant par des trucs plus énergétiques pour enlever des phobies. Oui. Est-ce que toutes les personnes sont réceptives à toutes ces techniques ? Non, je pense que justement, il faut alors à ce moment-là tester pour voir, parce qu'on ne peut pas tous être réceptifs à la kinésiologie, à la sophrologie, à l'hypnose. Ceci dit, il paraît que tout le monde peut être hypnotisé. Hein. Alors, d'une certaine façon. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ? En théorie, oui. Par contre, si on ne veut pas être hypnotisé parce qu'on en a peur, et ça c'est quelques pourcents de la population, on ne le sera pas. Parce qu'en fait, l'hypnose nécessite une En fait, on dit toujours que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça, qui me disent « Ouais, moi ça ne marche pas sur moi ».
ok, est-ce que tu avais confiance dans la personne qui l'a fait? Pas trop. Comment est-ce que ça peut marcher? Donc il faut déjà trouver un hypnotiseur, un hypnothérapeute. Il faut que le thérapeute corresponde, qu'on le ressente aussi, voilà. Ça c'est important. Pareil pour un psy ou pour un médecin. Exactement. Pour tout, Ça c'est au feeling. Et y a des gens qui sont hyper compétents mais avec qui on a aucun atome crochu. Exactement. Ouais. Et puis il y a... est-ce que tu es capable d'imaginer? En fait, pour une hypnose, il faut avoir confiance, être capable d'imagination, mais tout le monde est capable d'imagination, mais et savoir un peu se laisser aller. Mais ça, c'est aussi le travail de l'hypnothérapeute de créer le laisser aller. Maintenant, il y a un petit pourcentage de gens qu'on n'hypnotisera jamais. Il y a un petit pourcentage, même un peu plus grand, qu'on appelle les... je ne me rappelle plus du terme, les somnambules. Et ça, c'est les gens qui sont hyper réactifs aux hypnoses. Et ça, c'est ceux qu'on voit sur que les hypnotiseurs de spectacle utilisent. Oui, parce qu'il faut bien mettre la différence, l'accent. Hein. En fait, il y a l'hypnose de spectacle et puis l'hypnose vraiment thérapeutique. Alors en fait, un bon hypnotiseur de spectacle, c'est de mettre en hypnose. Mais en fait, avant le spectacle, ils font des tests. Ils regardent les gens, ils ont d'abord une expérience de voir qui est déjà susceptible de réagir, et ça peut se voir. Et puis, ils font 2-3 exercices, et ils prennent ceux qui marchent, qui rentrent à fond dans le truc. Donc on est toujours impressionné, mais en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les somnambules. C'est des gens à qui on peut, en quelques secondes, faire apparaître des choses qui ne sont pas là, par exemple, ou faire disparaître des objets. Alors ils ont un verre en main, mais on leur dit le verre n'existe plus, et on leur verse de l'eau dans le verre, et en fait ils ne voient que de l'eau qui coule sans le verre, et c'est assez fascinant. Mais ça, c'est vraiment un petit pourcentage de la population. Et puis alors il y a tous les gens qui sont entre les deux et qui sont totalement susceptibles de rentrer en hypnose. Oui. Alors évidemment, si l'hypnothérapeute n'a qu'une façon de le faire et qu'elle ne marche pas sur la personne, tant pis. Donc, mais je pense qu'il y a plusieurs façons. Mais il y a énormément de façons. Parce que non. Bien, la dernière fois que tu as énuméré toutes les façons d'hypnotiser, j'étais presque tombée en hypnose, moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais maintenant, en fait, faut bien dire j'ai travaillé en hypnose sur Christiane, et que maintenant, en fait, j'ai créé une espèce de conditionnement à ce que si je prends ma voix d'hypnotiseur et je lui dis et maintenant Christiane, tu vas être de plus en plus, au revoir tout le monde, etc. Elle tombe. donc en fait c'est ça, c'est le début de l'hypnothérapie est le plus compliqué, c'est de trouver une façon de faire, et puis après on ancre dans la personne une chose comme elle a été en hypnose. La première hypnose qu'on fait dans une thérapie, c'est une hypnose de bien-être. C'est juste, est-ce que vous êtes capable de rentrer en hypnose? On ne travaille pas. On fait juste une expérience d'hypnose. Et on lui dit, voilà, vous êtes bien senti, hein, c'était agréable, parce que c'est agréable d'être en hypnose. Et à ce moment-là, la deuxième fois, la personne, elle a envie d'y aller. Oui, voilà. Donc en fait, on a déjà créé le truc, et on a mis 2-3 petits endroits sur son corps où si on la touche, elle va se rappeler le truc, etc. Voilà. Ne lui dis pas, hein, parce que ça peut jouer des tours. Mais voilà, je voulais dire qu'il y a pour donner une anecdote un peu amusante, bon, je sais pas si je vais raconter ça. En fait, il y a un hypnotiseur aux États-Unis qui provoque des orgasmes. Donc en fait, les gens vont le voir de toutes les États-Unis, je sais plus exactement où il habite. Jeu, écoute. Et donc en fait, il crée comme ça des trucs, et donc toute la salle est en orgasme à un moment donné. Oui, mais c'est moche parce que ça fausse tous les trucs pour les relations plus tard. Hein. Je trouve pas ça bien. Je ne veux jamais tester ça parce qu'il faut que ça reste naturel. Mais je voulais dire quand même une chose, c'est que effectivement, on ne tombe pas en hypnose comme ça. Moi, je sais que tu t'y es repris à plusieurs fois quand même, hein, parce que justement, j'avais cette peur parce que on ne sait pas comment c'est quand on est en hypnose. Ça fait peur, c'est vrai, je le reconnais. Donc moi, ma seule parade, c'était de rire. À chaque fois, il essayait de m'hypnotiser. J'éclatais de rire, mourir de rire, moi. Puis jusqu'au moment où j'ai enfin réussi à partir un peu. Et puis, c'est grâce aussi après à un voyage chamanique ou des choses comme ça. Après, je tombe en hypnose en même temps qu'il ne faut pas le dire. Donc voilà, mais il ne faut pas avoir peur. Ce sont des états modifiés de conscience. Voilà, et en fait, il faut bien se dire, il faut démystifier l'hypnose. Oui.
À force de voir des spectacles, on a l'impression qu'on va faire la poule. Mais en fait, non. L'hypnose... Tu ne m'as pas fait faire la poule, rassure-moi, parce que je me rappelle de rien. Écoute, c'est filmé, et j'enverrai ça à ta famille prochainement. Non, mais il faut dire aussi que, en fait, quand on se réveille, quand on revient de l'hypnose, c'est pas qu'on n'a pas tout oublié, finalement. Alors ça, c'est selon ce que l'hypnothérapeute va faire. Ça ce qu'on veut aussi, ce qu'on décide aussi, oui, de s'en rappeler ça ou dépend pas. aussi de la profondeur dans laquelle parce qu'en fait, on peut travailler en légère hypnose. Et la sophrologie, c'est une espèce de légère hypnose qu'on crée soi-même, ou quand on médite, c'est une hypnose. Ouais. Mais en fait, il faut démystifier dans le sens où on est tout le temps en hypnose. On est quasiment plusieurs fois, je ne vais pas dire quasiment, on est en hypnose, en état d'hypnose plusieurs fois par jour. Nous-mêmes, parce qu'en fait, notre cerveau, toutes les X heures, se déconnecte quelques centièmes de seconde, sinon il deviendrait fou. Et donc à ce moment-là, c'est une espèce d'hypnose. Et l'hypnose... quand on est dans la Lune, par exemple, c'est parce qu'on est un peu en hypnose. C'est une sorte d'hypnose. Quand on... Alors, j'ai donné l'exemple le plus... Alors, on donne toujours l'exemple de quand on prend sa voiture et qu'on se rend compte qu'on vient de rouler pendant 20 km sans penser à rien. On est dans une espèce d'hypnose. Mais l'hypnose, finalement, la plus belle, je trouve que c'est finalement quand on regarde un film de cinéma. Parce qu'en fait, on rentre dans un film, et si ce n'était pas un peu l'inconscient qui travaillait, et que ce n'était que le cerveau rationnel, on se dirait, mais je sais que c'est un acteur, j'ai pas besoin d'avoir peur, ou bien j'ai pas besoin de pleurer parce que la petite fille est malade, je sais bien que c'est une petite fille qui est en train de jouer le rôle. Mais non, on est rentré dans une histoire qui fait que on est dans un processus hypnotique qui fait que nos émotions vont venir et qu'on va y croire. L'hypnose, ce n'est que ça. C'est un hypnotiseur qui nous fait croire à une histoire et qui réécrit notre histoire avec les émotions pour en faire quelque chose qui est positif et plus négatif. D'accord. Voilà. Laurent. Ah, on s'est trahi. Oui, mais bon, j'ai tellement envie de vous entendre parler. Donc là, il est 47. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être parler un peu plus de toi, de ce que tu vas proposer, où on peut te trouver, comment on peut faire. Parce que voilà, c'est vrai que tu pratiques, tu distilles des informations, des conseils, des choses comme ça, différentes. Il n'y a pas que le coaching mental. D'ailleurs, on peut te retrouver sur un site internet, d'ailleurs, qui est très bien fait, moi je trouve. Oui, personne formidable qui l'a fait. Non, dis-nous, voilà, parce que voilà, j'ai même des messages d'encouragement de Sébastien Delchambre qui est déjà passé. Sébastien Delchambre qui est kinésiologue. Qui est mon grand ami et qui est déjà passé dans cette émission. Tout à fait. Donc vas-y, Laurent. Oui, donc on va te retrouver quelque part, ça c'est sûr. Donc tu as un site. Oui, je me produis régulièrement. Ah, c'est toi, Mesmer Non, du tout. Non. En fait, non, mais je veux dire, on te retrouve sur un site internet déjà ou ta page Facebook. Oui, ma page Facebook, c'est Laurent Deger, DEGER. Et puis mon site, c'est laurentdeger en un seul mot.com. C'est assez facile. Donc ça veut dire qu'on va là-bas, on va retrouver toute ton histoire, on va retrouver effectivement tout ce qui peut nous apporter bien-être. Comment ? Une magnifique photo. Dont on m'a dit récemment qu'on n'est pas un site. Oui, fatalement. Pourquoi ? Ça fait un petit peu... Oui, c'est mes photos quand j'étais mannequin. Et apparemment, donc c'était l'année dernière, ça va, t'as pas trop changé quand même. Oui. T'as juste oublié de te maquiller ce soir, mais bon, voilà. Geoffrey. Mais il croit que j'étais seul dans le studio. Donc pour moi, tu ne te maquillerais même pas. Ça va. Non, on est arrivé là dans notre relation, c'est terrible. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, c'est terminé. Non, si on faisait. Ça me fait penser à une chose qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, j'entendais ça hier et je trouvais ça super beau. C'est un thérapeute qui travaillait sur les couples et qui disait la première chose que je veux dire aux gens quand ils travaillent sur un couple, c'est est-ce que vous pourriez considérer votre conjoint comme un étranger ? Et les gens se disent mais non. Et si, parce que qu'est-ce que vous faites quand il y a un étranger qui vient chez vous ? Vous êtes prévenant, vous êtes attentif, vous essayez qu'il soit dans et vous ne le faites plus pour la personne qui est la plus importante pour vous. Et on peut aller plus loin, c'est qu'on ne le fait plus pour nous-mêmes.
Déjà, à la base, on ne fait déjà plus pour soi-même. On se dit qu'on doit se plier en deux pour nos enfants, essayer de ne pas être méchant, de ne pas leur dire des choses négatives pour ne pas qu'ils soient traumatisés. Et on oublie que nous, on a un enfant intérieur qu'on traumatise tous les jours en étant méchant avec soi. C'est vrai. Et voilà. Donc la première chose à faire, c'est être gentil avec soi-même. La première chose à faire, c'est déjà d'avoir des pensées et des émotions positives, et ça passe par se dire des choses gentilles et de créer exactement et s'applaudir si on fait quelque chose de bien. Il faut toujours se féliciter. Il faut toujours se féliciter de ce qu'on fait. Par contre, se féliciter trop souvent, si on est dans un objectif, alors il faut se féliciter, mais il faut pas s'arrêter. Parce que par exemple, si on prend, je veux essayer de maigrir, et qu'on se dit c'est génial, je viens de faire un régime, j'ai réussi à ne pas manger de sucre pendant 4 jours, je vais me féliciter. Donc j'ai mangé un éclair au chocolat. Voilà. Donc c'est toujours se dire, je suis sur la route d'un objectif et je me félicite des étapes. Et ça c'est aussi un truc que je dis aux gens, que je donne, c'est pas du tout mon truc, c'est un truc de coaching, c'est que séparer, si vous avez des objectifs et vous avez l'impression que c'est énorme comme objectif, faites-le, séparez-les. Faites des petits bouts d'objectifs. C'est-à-dire, par exemple, un objectif, c'est, allez, on va dire perdre 10 kilos. Comment peux-tu séparer cet objectif ? Je vais pas dire d'abord, c'est très mauvais de perdre 10 kilos très très rapidement, parce que généralement, alors c'est encore un autre truc que je peux vous dire, c'est que, de nouveau, certains neuroscientifiques disent que c'est extrêmement mauvais de maigrir trop vite, parce qu'en fait, le cerveau a découvert une espèce de manque, d'état de manque, et en fait, la première chose qu'il va faire le jour où on va un peu craquer, c'est d'aller combler ce manque, donc de rebouffer beaucoup plus en se disant que on va peut-être lui imposer de nouveau cette diète. Et donc du coup, c'est pour ça que souvent, quand on fait un régime, on reprend, je sais plus exactement le chiffre, mais c'est 10 à 15% de plus que le poids qu'on avait avant de commencer le régime. Parce que justement, il y a cette peur effectivement d'être encore plus. Et ça, c'est le cerveau qui nous manipule. Donc vraiment, c'est le cerveau qui est. Alors, il faut apprendre aussi au cerveau. Donc il faut plus apprendre au cerveau la satiété. C'est-à-dire lui être capable de nouveau, comme je disais tout à l'heure, d'aller dans son cerveau préfrontal et de se dire, tiens, je viens de manger 2 éclairs au chocolat, est-ce que ça va me faire vraiment du bien d'en manger un 3e ? Réfléchissons à comment je vais me sentir dans une demi-heure si je mange un éclair au chocolat. Je vais avoir mal au ventre, etc. Alors, moi, bon, tant pis, je parlerai très peu de moi, mais je trouve ça, j'adore ce truc, je te l'ai déjà raconté, cette histoire-là. C'est qu'en fait, notre cerveau, il est programmé sur le désir et pas sur l'assouvissement du désir. Ce qui fait qu'en fait, je vais prendre l'exemple de la cigarette. On a envie d'une cigarette. Le cerveau se met comme s'il était en état de danger de mort si on ne prenait pas sa cigarette. Et le cerveau, c'est comme s'il nous disait, si tu prends cette cigarette, ça va être merveilleux, ça va être l'extase, et tous tes problèmes vont s'évanouir. On prend cette cigarette, on la fume, vous pouvez prendre exactement la même chose pour un gâteau, ou pour une chic. Et donc, à ce moment-là, on fume la cigarette, le cerveau, et puis on se dit, ok, c'est fait. Et là, le cerveau, il se dit pas, je viens de fumer une cigarette. Il recommence et il dit, si tu prends une autre cigarette, tu vas être super bien, etc. Donc, on est tout le temps c'est le désir qui crée nos actions, en fait. C'est pas l'assouvissement du désir. C'est pour ça qu'il faut tout le temps mettre une espèce de dimension de désir dans ce qu'on veut atteindre. Parce que finalement, le moment où on va atteindre l'objectif, c'est pas le moment où on va avoir le mieux, quoi, en gros. Et généralement, quand c'est des gros objectifs, voilà, j'ai envie de maigrir des 10 kilos. Il faut réfléchir. Pourquoi tu veux maigrir de 10 kilos? C'est parce que tu ne te sens pas belle, parce que tu n'acceptes pas ton corps, parce que tu as envie de faire du sport, parce que, de nouveau, c'est des choses derrière. Ou quand on fume, c'est une espèce de manque d'identité et qu'est-ce qu'il y a derrière. Là aussi, c'est tout ce qu'on peut faire en coaching mental. C'est arriver à ce que la personne se rende compte qu'elle fait des choses pour compenser d'autres.
Qui sont là, enfouis quelque part dans le cerveau. Ouais. Et puis qui ont été comment dire, imprimés, ancrés. Souvent, si on prend l'exemple de la cigarette, alors c'est moins le cas maintenant. Parce qu'il y a plus une image négative de la cigarette, mais en fait il y a des générations d'hommes qui ont fumé parce que la cigarette c'était l'image de la virilité. Viril, et donc en fait ils ont l'impression que s'ils arrêtaient, donc on va travailler sur des gens de 50 ans qui vont avoir cette croyance de si je n'ai pas ma cigarette je ne suis pas viril. Donc c'est comment lui faire croire que c'est d'abord une relation qui est complètement ridicule et que on peut, ou comment on va mettre sa virilité autrement finalement. Mais ça peut être aussi des je sais bien que Michel Villacorta raconte un truc toujours. Ce truc-là, c'est qu'il travaillait la cigarette avec un pompier qui fumait comme un pompier et en fait il n'avait pas eu vraiment de père cet homme-là. Ou en tout cas pas un référent paternel très fort. Et un jour il y a un incendie dans son village et il voit à un moment donné sortir comme dans les films au ralenti le pompier qui sort, qui enlève son équipement au milieu de la fumée, il vient d'éteindre, il a été le sauveur et là il sort un paquet de Marlboro, c'est le cowboy Marlboro, il sort sa cigarette, il la tire et là le mec se dit c'est ça que je veux faire dans ma vie quoi. En gros. Donc le gars, en une seconde, il a eu un référent masculin pour tout le reste de sa vie, ce qui l'a fait devenir pompier, ce qui l'a fait fumer pendant 40 ans, etc. Et à un moment donné, il faut travailler sur les liens qu'il a mis entre... ce qu'il est devenu et ce dont il rêvait. L'image idéale et... Donc il faut travailler sur, en fait, dans votre image idéale, maintenant vous pouvez créer une image idéale où il y a toujours un pompier ou autre chose, mais il ne tire plus une cigarette parce que finalement vous allez quand même vous choper le cancer un jour et vous aurez l'air bien malin. Bref, voilà. Donc moi, il va falloir me désensibiliser au chocolat suisse, parce que ça c'est quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Ceci dit, il est 57. Oui, donc j'ai 3 minutes pour dire ce que je fais. Tu as 3 minutes pour dire où on peut te retrouver, nous rappeler comment tu t'appelles. Je m'appelle Laurent, je suis... je m'appelle Laurent, je suis un homme. Oui, non, tu t'appelles pas Rémi, c'est Rémi qui est sans famille. Non, oui. De nouveau, on peut s'identifier à des héros. Oui, parce que nos modèles peuvent être des modèles fictifs. Oui. Toute notre vie, on peut être en train d'essayer de devenir Goldorak. Comme Goldorak. Donc je suis Laurent Degers. Comme je dis, j'ai une page Facebook, j'ai un site internet et j'ai pas beaucoup parlé d'énergétique, je reviendrai le faire un jour. Oui, c'est toujours trop court. Chaque fois mes invités, mais c'est pour pouvoir les réinviter une deuxième fois, voilà. Tu vois. Donc en fait, je travaille en coaching mental. Je travaille beaucoup sur l'émotionnel, ça peut être du coaching de vie aussi, vraiment qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Dans quelle étagère, si vous acceptez la solution de l'étagère, donc. C'est mieux que le lit, enfin ça dépend. Et donc, donc ça peut être de là, ça peut être des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans leur vie et qui n'ont même pas réfléchi sur finalement c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes croyances, comment je vais trouver quelque chose à faire dans ma vie qui soit en adéquation avec mes valeurs. Donc ça peut être et puis ça peut être vraiment des blocages. Et là c'est des choses, c'est plus de la thérapie brève, mais avec des procédés de coaching, mais avec des procédés de thérapie. Et des procédés énergétiques ou psycho-énergétiques dont je parlerai une autre fois donc où on va nettoyer tous ces blocages de façon à ce qu'ils ne nous handicapent plus dans la vie. Voilà. Ouais, c'est super. Qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, l'émotionnel, les croyances, les blocages de vie, les traumatismes. Retrouver une vie qui correspond plus un souvenir qui nous hante, par exemple, ça on peut travailler aussi dessus. Voilà. Donc stimuler notre inconscient, en tout cas pour accéder à presque pas le nirvana, mais en tout cas à quelque chose de plus beau dont on rêve tous. Je ne sais pas si je stimule tout le temps l'inconscient. Il y a d'autres techniques où c'est pas vraiment sur l'inconscient. Mais moi, ce que j'aimerais plus, c'est que les gens soient conscients qu'ils sont des gens formidables.
et qu'ils sont uniques et qu'ils ont. Nous sommes la personne la plus importante du monde. Et surtout, je pense, le plus important, c'est de se dire qu'on est responsable de tout ce qu'on vit et c'est nos pensées, nos émotions qui vont créer notre vie. Et donc, si on arrive à changer nos pensées et changer nos émotions, on changera notre vie. Voilà. D'accord, c'est une belle parole pour terminer cette émission. Je sais, j'ai beaucoup travaillé. Celle-là, tu l'as étudiée pendant 15 jours. Merci beaucoup, Laurent Degère. Donc, on te retrouve sur ta page Facebook. La semaine prochaine, on ne parlera pas vraiment de thérapie, quoique, c'est Charles Delasque que nous retrouverons. C'est un peintre qui nous parlera de sa peinture, de comment il est arrivé là. Et c'est une peinture dans laquelle il y a énormément de lumière. En tout cas, c'est un personnage à découvrir. Ça, c'est pour mardi prochain. Pour demain, puisque demain, c'est le live, bien sûr, qui va revenir à partir de 20h jusqu'à 21h. Là. C'est les Aspros qu'on retrouvera. C'est un groupe qui fait des reprises. Et bien entendu, il y aura du direct, comme chaque mercredi. Voilà, merci beaucoup, mesdames, d'être venues dans cette émission. J'espère que vous n'aviez pas trop de questions. Vous aviez des questions à poser à Laurent, en fait? Non? Merci, Colette, de nous avoir amené notre petit public. Passez une très belle soirée tous. À demain. Et soyez prudents et surtout, soyez heureux.